aux nouvelles nationales d'APTN. Ottawa a présenté ses excuses pour l'abattage de chiens de traîneau au Nunavik. La Cour suprême du Canada a rendu une décision importante qui aura un impact sur les services de police autochtones. La Cour supérieure du Québec obligera Montréal à accorder une compensation financière aux victimes de profilage racial et une rencontre avec le nouveau grand chef de Wendake, Pierre Picard. Aïe, Tunya Suyutsi. Bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Dans les années 1950 et 1960, la GRC et la Sûreté du Québec ont tué près d'1 millier de chiens de traîneau, une mesure visant à forcer les Inuits du Nunavik à s'assimiler. Samedi dernier, le gouvernement fédéral a présenté ses excuses pour le rôle qu'il a joué dans l'abattage des chiens. Le gouvernement du Québec avait présenté des excuses similaires en 2011. Les aînés de la communauté de Kangiqsuyak ont accepté ces excuses. Certains pensent qu'il s'agit d'un pas vers la réconciliation. Robbie Burden livre un reportage de Savannah Craig. I am sorry. I'm sorry. Please forgive us. Le ministre des Relations entre la Couronne et les Autochtones, Gary Anandansengari, a présenté des excuses historiques pour le rôle joué par le gouvernement canadien dans l'abattage des chiens de traîneau inuits entre les années 1950 et 1960. La cérémonie s'est déroulée dans la communauté nunavik de Kangiqsuyak. Les excuses ont été bien accueillies. Anandansengari a été ovationné et embrassé par les aînés. You can't really move forward until the party who did you wrong admits they're wrong. And then to ask for forgiveness was quite powerful. And it was even more powerful when the elders accepted his apology. L'abattage des chiens de traîneau inuits a dévasté leur population, contraignant les Inuits à un mode de vie sédentaire et les privant d'autonomie. Les communautés inuits ressentent encore les conséquences de cette politique sous la forme de maladies mentales, de dépendance et de traumatisme intergénérationnel. I've heard from elders of the horror of the mass killing of the dogs that occurred in this community. The Khimit were shot, burnt in a pile on the ice in front of the owners, and the remains were left there for the winter, forcing the community to be reminded daily of the violence and trauma of losing their dogs. Nombreux sont ceux qui considèrent cela comme un pas vers la réconciliation et qui cherchent à revitaliser la culture et la population des chiens de traîneau du Nunavik. Le musher TV Dupuis est l'un d'entre eux. The schools and the residential schools, the dog slaughter is just another aspect of it, and this is maybe a part of it, part of reconciling with a bigger machine that was a cause to how we live today. Selon Dupuis, l'élevage d'un attelage de chiens exige que la communauté s'unisse. I'm fairly new to this. It's been about 3 years that I even got on my cousin's team, started building my own team. So we shared the tasks where I learned from him. I learned from my neighbors. So George, Kyle, whose dogs you see here. I learned from them, and eventually started my own team. Le gouvernement fédéral s'est engagé à verser 45 millions de dollars pour lancer des programmes visant à promouvoir la restauration des communautés au Nunavik. Gary, on behalf of Nunavik and the RCMP, we accept your apology. Le président du Makiyovik, Peter Tammy, avait initialement demandé 75 millions de dollars. That 45 million sounds like a lot of money, but when you think about it, and with the cost of living up here and the hundreds of people that lost their sled dogs, it's not going to go very far in terms of compensation for the people that will receive funds. We want them to come up with the proper funds in order to have a proper healing process done. So we are still working with the Government of Canada. Makiyovik n'a pas encore décidé de la manière dont il utilisera ses fonds au maximum de leur potentiel. Mais il utilisera une partie de l'argent pour soutenir des mushers comme Dupuis. We're lucky that we're resilient people. We have resilient people that are willing to help teach the next generations on how to survive. This is a big part of survival. A lot of this too is mental health. Like, you know, things aren't going well at home. Some people use hockey, soccer, sports, but this is like a second family, you know? It's amazing. I have a small team. Some guys have bigger teams.
So it's definitely rewarding. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale d'Apétienne, Kangiq-Sujouac. Avez-vous une histoire à partager? Vous pouvez nous envoyer un courriel à infonouvelles@aptn.ca et vous pouvez aussi regarder nos histoires à aptnnews.ca/nouvelles. Vous pouvez également nous trouver en ligne sur YouTube, Facebook et X. Suivez Nouvelles APTN pour participer à la conversation et voir nos dernières histoires. Une décision qui aura des répercussions considérables sur le financement des services de police dans les réserves à travers le pays est tombée. C'est un grand jour pour notre Première Nation. La Cour suprême du Canada a rendu son jugement mercredi dans les affaires procureur général du Québec contre Pequamiwonyuch Tigwigan, dont la communauté est établie à Mashtoyatch. Entre 2013 et 2017, le conseil de bande de Mashtoyatch a accru un déficit d'environ 1,6 million de dollars afin d'établir et maintenir son service de police. Le conseil de bande n'a soutenu qu'un financement inadéquat et un refus de véritablement négocier les clauses financières des ententes triparties constituait une violation des principes de la bonne foi et de l'honneur de la couronne. Le chef des Pequamiwonyuch, Gilbert Dominique, explique l'historique de la cause. Après avoir reçu une première décision défavorable de la Cour supérieure du Québec, notre organisation a porté le dossier en appel. La Cour d'appel du Québec a rendu un jugement unanime en décembre 2022 en faveur de Pequawagaminus-Tacloban et a condamné les gouvernements fédéral et provincial à rembourser près de 1,6 million à notre gouvernement. Le gouvernement du Canada a accepté de payer sa part des dommages, mais le procureur général du Québec a fait appel devant la Cour suprême du Canada. Dans une décision majoritaire, cette dernière a rejeté l'appel et a ordonné au gouvernement du Québec de payer la somme due de 767 745 $ et 58 sous plus intérêts. On était content du résultat parce qu'on a mis beaucoup d'efforts pour régulariser cette injustice et le plus haut tribunal au pays vient nous donner raison. Donc, pour nous, là, c'est une belle journée là, pour l'ensemble de notre Première Nation. Mais je pense que ça va aider aussi là, à l'ensemble des autres Premières Nations au pays là, qui ont livré là, le même niveau de bataille là, année après année avec nous. Cette bataille en est surtout une de négociation. Et encore aujourd'hui, on doit négocier année après année ou négocier de façon court terme. C'est un horizon de 2 à 3 ans. C'est pas possible de penser là, développer un service de qualité avec une vision aussi courte dans le temps. C'est impossible. Donc, ça prend de la pérennité. Pour ça, bien sûr, ça nous prend une prévisibilité à long terme là, sur le plan du financement. Pour le directeur général de l'Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec, Pierre Simard, cette résolution permet un rattrapage sur les erreurs passées. On n'est pas dans la luxure, là. On est vraiment dans le rattrapage pour être capable, dans certains corps de police autochtones, de pouvoir assurer un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas le cas de tous nos corps de police pour des questions d'effectifs, d'infrastructures et de budget de financement. Au-delà de l'argent, pour le chef Dominique, il livrait une bataille de principe contre les gouvernements. Les gouvernements ne pourront plus, là, assurément, là, traiter injustement les Premières Nations, avoir une attitude de négociation déshonorante avec les Premières Nations là, lorsqu'il vient le temps de convenir d'une entente là, visant à nous donner notamment là, un service adéquat en matière de sécurité publique, un service qui répond à nos besoins, un service qui va être culturellement adéquat là, pour nos populations. Le chef régional de l'APNQL, Ghislain Picard, remarque que cette décision représente un changement de rapport de force. Pour moi, ça va avoir un impact et sans doute, je pense que la meilleure façon de le définir, c'est peut-être un rapport de force là, qui est maintenant entre les mains des communautés lorsque viendra le moment de négocier avec les deux autres gouvernements. Mais encore faut-il
que les deux gouvernements respectent la décision de la Cour suprême. Le soutien apporté par la décision de la Cour suprême pourrait bien aider les communautés à atteindre l'objectif de faire reconnaître leur corps de police comme des services essentiels. On dit que la population autochtone dans nos communautés mérite le même professionnalisme, la même sécurité, le même soutien policier. Ben, je pense que ça va de soi. Alors, à partir du moment où un service de police autochtone actuellement, selon la loi, il est comme entre deux chaises, puis entre guillemets, il n'est même pas reconnu comme un service essentiel, bien, à votre question, est-ce que c'est un pas vers la bonne direction? Évidemment. De nombreuses Premières Nations auront les yeux rivés sur la communauté de Mashtoyatch lorsqu'elles détermineront les prochaines étapes à suivre. Après cette courte pause, le manque de présence policière et une augmentation de crimes sur leur territoire cause une nation du Québec à déclarer l'état d'urgence. Soyez là. Bienvenue. Le chef et le conseil de la Nation de Longue Pointe ont déclaré l'état d'urgence en raison d'une augmentation significative des crimes liés aux drogues, à la conduite en état d'ébriété, à la violence et aux incendies criminels sur leur territoire. Aggravant la situation, à leur avis, est un manque de présence policière de la Sûreté du Québec. 3 vidéos filmées lors de la même fin de semaine dans la communauté de Longue Pointe montrent des incidents de désordre public, de conduite en état d'ébriété et d'incendies criminels. Le conseil et le chef utilisent ces dernières afin de souligner des problèmes de sécurité sérieux auxquels la SQ répond à délai, voire ignore. Dans un communiqué de presse, le chef Henry Roger déclare « Alors que nous sommes obligés de compter sur la SQ pour assurer notre sécurité, son manque de présence ne répond pas aux besoins de notre communauté. Sans patrouille fiable, la SQ ne répond pas aux attentes et ne prend pas ses responsabilités au sérieux. » En 2006, le corps de police locale a été aboli faute de financement. En 2021, un service de police régionale Anishinaabe, avec une équipe de réponse rapide, avait été promis à la communauté. Malheureusement, 3 ans plus tard, ils sont toujours en attente que ce projet voie jour. De plus, cette semaine marquait la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances. Des marches ont été organisées dans toutes les communautés inoues du Québec le 25 novembre, incluant Wachat-Makmani-Utanam, Ukianachish et Issipit, afin de montrer leur solidarité dans la lutte aux dépendances et au trafic de stupéfiants. D'autres communautés ont également organisé des marches, dont la nation Huron-Wendat-Wendake. Allant un pas plus loin, le conseil de Wachat-Makmani-Utanam présentera à sa population un nouveau règlement qui expulserait tous les trafiquants de stupéfiants de la communauté. Le chef mentionne l'idée de créer un comité d'aînés afin d'aborder les sanctions possibles et d'éviter celles trop répressives. Une décision de la Cour supérieure du Québec obligera la Ville de Montréal à accorder une compensation financière aux victimes de profilage racial. Les Montréalais autochtones et noirs sont en première ligne des contrôles de police effectués dans les rues par les services de police de la Ville de Montréal. Ainsi, les Autochtones ont 6 fois plus de chances d'être interrogés qu'une personne de peau blanche. Voici un reportage de la journaliste Savannah Craig présenté par Robbie Purdon. So I'm looking at placing a client there as part of his release plan. So that's what I'm working on. Sonia Gagné est auxiliaire de justice pour les services parajudiciaires autochtones du Québec. Enough with the money. Stop throwing money at everything. It's not the solution. Gagné réagit à une décision de justice. La Ville de Montréal pourrait devoir verser jusqu'à 5 000 $ en compensation à toute personne qui a été arrêtée et 2 500 $ à toute personne arrêtée ou interrogée sans raison par la police de Montréal en 2017 et 2019. Cette affaire met en lumière le profilage racial pratiqué par la police à Montréal, avec les personnes noires et autochtones en première ligne de contrôle de rue. Gagné explique que les contrôles de rue peuvent déboucher sur une escalade des interactions entre les agents et les populations autochtones. We've heard stories of just, they got the 13th ticket of the day and she gets upset and she crumbles it and she throws it at the police officer.
hits his bulletproof vest and falls to the floor. It's a crumbled up ticket. It's a piece of paper. It's on carbon paper even, it's thin. Not making excuses, but the point is they get charged with assault. It's escalating for no reason. There's like no dialogue. Les chercheurs affirment que les Autochtones sont 6 fois plus susceptibles d'être arrêtés par la police que les Blancs. Qu'aujourd'hui, ils sont très largement la minorité racisée la plus ciblée par la police. Et que les femmes autochtones sont 11 fois plus susceptibles d'être arrêtées par la police que les femmes blanches. C'est les femmes qui sont beaucoup plus ciblées, beaucoup plus discriminées que les hommes. L'un de ces chercheurs est Massimiliano Maloney. Il a été engagé par la police de Montréal pour réaliser un rapport sur les contrôles de police dans les rues. Beaucoup d'interventions auprès des personnes autochtones sont surtout des interventions auprès des personnes autochtones. L'itinérance, comme c'est une forme de vulnérabilité sociale très importante, très forte, s'accompagne souvent d'autres problèmes sociaux, que ce soit de la toxicomanie ou des problèmes de santé mentale, qui produisent des appels à la police. Maloney déclare que la police de Montréal considère les contrôles des sans-abri dans la rue comme un outil important pour leur venir en aide. And Wetaskiwin has a lot of different programs where they do like gatherings with family. Gagné affirme que la meilleure façon de les aider est de mettre en place des centres de traitement pour les personnes souffrant des maladies mentales et de toxicomanie, et d'offrir des programmes pour les auteurs de violences sexuelles. Elle estime que la formation de la police au traumatisme culturel et intergénérationnel est une solution superficielle. It can't be always training in an office setting with, coffee and donuts and stuff. It can't always be like that. And they really need to see firsthand where these people are coming from. They need to see the dynamics, how families work, how communities communicate and how they work. La Ville de Montréal fera appel de certaines parties de cette affaire, notamment en ce qui concerne la manière dont l'indemnisation est calculée pour les victimes de profilage racial. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale d'OPTN, Montréal. Rejoignez-nous après la pause pour une rencontre avec le nouveau grand chef de la nation Huron-Wendat, Pierre Picard. Bienvenue. Nous avons eu la chance de rencontrer un homme très proche de sa culture Wendat et pas inconnu à la communauté de Wendake. Le nouvellement élu grand chef de la nation Huron-Wendat, Pierre Picard. Il y a un nouveau grand chef de la nation Wendat élu le mois dernier avec presque 52 % des votes de la population. Nous sommes honorés de l'avoir des nôtres via Zoom. Bonjour, grand chef Pierre Picard. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Premièrement, toutes nos félicitations. Comment vous sentez-vous par rapport à cette belle confiance de la communauté? Ben, écoutez, je reçois ce verdict-là de la population avec énormément de gratitude, mais aussi avec humilité, dans la mesure où tout ce travail-là se fait avec les Wendat, avec la population en général, qu'on soit ici à Wendake ou à l'extérieur. L'humilité nous commande de pouvoir avoir cette posture où nous travaillons pour l'ensemble et pour la nation en général. Au mois de février dernier, le grand chef Rémi Vincent avait annoncé qu'il ne se présenterait pas pour un deuxième mandat. 4 candidats étaient en liste pour remplacer le grand chef sortant, dont vous. Vous êtes un ancien professionnel dans le domaine de l'intervention psychosociale. Pensez-vous que votre expérience dans ce domaine-là vous aidera dans ce nouveau rôle? Ben, écoutez, oui, je pense que oui. D'abord, j'ai aussi fait de la politique avant ma carrière comme intervenant psychosocial dans les communautés. Alors, tout ça, évidemment, devient, je vous dirais, un mélange intéressant, c'est-à-dire une expérience politique, mais une expérience aussi très humaine, parce que c'est là que ça m'a conduit, moi, ma carrière d'intervenant, c'est-à-dire d'être en relation avec des individus, avec des familles, avec des communautés, avec des nations, dans une perspective davantage holistique, je vous dirais. Et tout ça, je le mets maintenant au service de la nation Wendat, c'est-à-dire c'est la nation qui m'a vu naître, c'est la nation qui m'a vu grandir, mais c'est aussi la nation qui m'a développé comme professionnel, mais aussi comme humain et comme individu. Et voilà, je mets tout ça au service des miens, dans une perspective aussi holistique, c'est-à-dire que nous devons prendre soin de la nation, et la nation, elle est composée des humains que nous sommes, et l'humain est aussi au cœur de mes priorités.
Souvent, on dit que les politiciens, justement, manquent de cette humbleté, manquent du fait qu'on est vraiment à l'écoute de notre population. Mais j'adore cette idée du holistique parce que vraiment, c'est ça qu'on devrait faire en tant que grand chef. C'est ça qu'on devrait faire quand on représente un peuple. Tout à fait. Et vous savez, en campagne électorale, j'ai eu beaucoup d'occasions d'aller m'asseoir dans les cuisines, dans les salons des Wendat. On m'invitait. J'ai eu l'opportunité de me rendre dans des villes au Québec où il y avait une forte concentration de Wendat. Et j'ai eu donc ces occasions-là de m'asseoir avec eux et qu'on me raconte, au fond, des histoires, qu'elles étaient personnelles, elles étaient parfois historiques. Mais pour moi, ce lien-là, il est absolument essentiel parce que c'est ce qui dessine les élus que nous sommes, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas, je pense, prendre des grandes orientations, de grandes décisions sans d'abord et avant tout s'être assis avec les gens qui composent notre nation. Et dans cette perspective-là, pour moi, c'est un élément absolument essentiel. Vous vous dites à l'écoute de la communauté. Quel enjeu ou dossier croyez-vous important à traiter immédiatement? Écoutez, il y a des enjeux d'habitation chez nous. On a, vous savez, Wendake, au fil du temps, c'est une communauté qui a pris une expansion démographique, mais pas nécessairement territoriale. Alors, dans ce contexte-là, évidemment, nous avons une pression qui est exercée sur des besoins en matière d'habitation. Alors ça, c'est une priorité absolue. On a aussi, évidemment, des enjeux que nous devons placer en termes de développement économique et de générer des revenus autonomes pour la nation. C'est absolument important si nous voulons maintenir des niveaux de services qui soient adéquats pour les Wendat, qu'on puisse aussi avoir les revenus nécessaires. Donc, le partenariat est un enjeu, en fait, davantage une priorité dans la mesure où nous avons créé au fil du temps des alliances comme Wendat et comme nation avec des entreprises privées notamment. Et ça doit se poursuivre, évidemment, dans une perspective de pérennité des services et de la nation en bout de ligne. Je crois que vous avez aussi une très belle relation avec le tourisme. En tout cas, au Québec, c'est largement positionné depuis 10 ou 15 ans. Avant, on ne parlait pas de ça, du tourisme autochtone. Ça existait peu dans l'univers des Québécois et des Canadiens en général. Heureusement, on a réussi à le positionner. Moi, je pense qu'il y a une simplicité à être en contact avec les nations autochtones. Il y a quelque chose de vrai qu'on a à offrir. Et je pense que c'est ça que les gens recherchent. Les gens recherchent cette possibilité-là de se déposer dans des environnements qui leur demandent simplement d'être qui ils sont dans la simplicité et l'humilité. Et c'est certainement ce que nous pouvons aussi leur offrir. J'allais dire Alléluia, c'est tellement beau ce que vous venez de dire. En parlant de moments vrais, pour terminer l'entrevue, vous dites que vous avez eu l'opportunité de vous asseoir avec votre communauté, vous avez eu le moment où est-ce que vous avez gagné l'élection. Y a-t-il un petit moment vrai où est-ce que vous avez fait « wow » ? C'est la rencontre avec des Wendat qui m'ont raconté des histoires qui m'ont profondément touché. Et qui, aujourd'hui, avec le recul, évidemment, d'1 mois et demi, 2 mois de campagne électorale, je peux vous dire que ça a été des éléments tournants et marquants de ma campagne électorale, de me rapprocher comme politicien, comme élu, de l'humain que nous sommes en relation avec d'autres humains que la population Wendat a comme individu, évidemment. Et ça, pour moi, il n'y a pas de prix que d'établir cette authenticité-là avec la population. Et c'est au cœur même de ma démarche comme individu. Et je l'importe évidemment comme grand chef de la nation ici. On le sent à travers nos écrans. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça va être. Merci beaucoup. Merci, grand chef Picard. Nous vous souhaitons bonne chance lors de votre mandat. Cela termine notre bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Kim Sullivan. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. D'accord, mec?